je vais improviser quelque chose parce que, au fond, la recherche, la dimension clinique et la dimension existentielle, au fond, vont de pair. Et du coup, bon, moi, je me mets dans un embarras maximal qui, éventuellement, permettra, grâce à mon angoisse, de vous donner, de vous créer quelque chose qui peut-être pourra prendre de temps à autre l'allure d'un concept, mais je n'en sais rien du tout. Donc c'est aussi une difficulté. Moi, j'avais, à la demande de Bernard, donné un titre qui est un peu surprenant. C'est « À propos de l'hôpital de Saint-Alban et de la clinique de Laborde ». Bon, ça va. « Prendre soin des logiques psychotiques ». Comment soutenir un processus d'institutionnalisation contribuant à l'accueil du singulier. Et puis j'ai ajouté là et à la possibilisation d'un cheminement thérapeutique. Enfin bon. Donc je vais essayer de cheminer pour me soigner un petit peu, en commençant donc par vous parler un petit peu de cet hôpital de Saint-Alban, qui est un hôpital qui est en Lozère et qui, au moment de la guerre, s'est trouvé être, grâce à l'arrivée d'un psychiatre catalan qui s'appelle François Tosquelles, qui était membre du POUM, Parti ouvrier d'Union marxiste, et qui avait été donc dans les combats de la République espagnole contre Franco, mais qui a dû évidemment quitter à ce moment-là le champ de ces opérations-là, franchir les Pyrénées et se retrouver dans un camp de concentration à Sept-Fonds, où il est resté un petit peu jusqu'à ce que le professeur Dides, qui l'avait rencontré une fois lors d'un congrès, alors qu'il était Tosquelles, encore tout jeune médecin, a dit « mais il y a un type là extraordinaire, il faut aller le chercher ». Et il a proposé à Paul Balvé, qui était à l'époque médecin directeur, je crois, de Saint-Alban, d'aller chercher Tosquelles au camp de Sept-Fonds et puis de le ramener à Saint-Alban à 1000 mètres d'altitude dans un hôpital qui était en haut de la rue de l'Enfer et qui était un hôpital comme ils étaient tous à l'époque, et c'était en 1941, la fin de l'hiver 41. Et donc, Tosquelles est arrivé là. Il était déjà médecin, mais il a dû évidemment recommencer, après la guerre, toutes ses études de médecine, etc. Et la France sait accueillir. Mais donc, voilà, il a dû, disons, accepter finalement et être accueilli en soutenant que finalement les formes académiques du statut médical puissent être respectées. Et voilà. Donc, lorsque Tosquelles arrive à Saint-Alban, c'est extrêmement important parce que c'est la guerre, et ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait peu, c'est qu'en France, pendant la guerre, il y a eu 40 à 60 000 malades qui sont morts de faim dans les hôpitaux, en psychiatrie, et qu'effectivement, enfin Max Lafon avait fait sa thèse qui s'est appelée « L'extermination douce », et qui l'a démontré, qui est allé rechercher des documents. Et en particulier, c'est vrai qu'il y avait à l'époque une ration alimentaire encore moindre en psychiatrie que dans tous les autres hôpitaux des autres disciplines. Donc l'hôpital de Saint-Alban s'est trouvé, grâce à l'arrivée de Tosquelles, en possibilité de réaménager complètement tout son système de fonctionnement, grâce au fait que lui prenait appui sur deux documents, un texte d'Hermann Simon de 1927 sur une thérapeutique active, plus active à l'hôpital, et qui disait, qu'il y avait comme mot d'ordre au fond qu'il fallait soigner l'hôpital, puisque l'hôpital peut rendre malade. On voit même là que pendant la guerre et dans ces circonstances-là, l'hôpital pouvait faire mourir, plus encore qu'il ne le fait ordinairement.
Et donc, le deuxième livre qu'il avait sous le bras, c'était la thèse de Lacan, qui était déjà parue en 1930 et quelques, et traduite aussi en Catalogne, à Barcelone, et où il travaillait là-dessus, etc. Donc, profond remaniement de cette structure formelle de l'hôpital de Saint-Alban, qui était organisée, comme on disait à l'époque, en quartiers, hein, avec des quartiers de gâteux, des quartiers d'agités, des quartiers de bons travailleurs, des quartiers d'épileptiques, des quartiers d'oligophrènes, enfin voilà. Toute cette classification, ces nosographies psychiatriques, fabriquaient des groupes homogènes qui ont été remis en question par l'équipe saint-albanaise, avec Tosquelles et avec Paul Balvé. Et puis, ils ont décidé aussi, c'était en pleine époque de la résistance, hein, d'autres résistants sont venus à Saint-Alban. Il y a eu Georges Canguilhem, qui lui est aussi venu. C'est à Saint-Alban qu'il a écrit Le normal et le pathologique. Et puis également sont venus des tas d'autres gens. Un chercheur qui s'appelle Bardach, qui était un chercheur d'Institut Pasteur et qui se faisait passer pour fou auprès de la congrégation religieuse et du directeur de l'hôpital, et qui se promenait quelquefois tout nu dans l'hôpital à grands cris, et pour que les infirmiers, enfin les gardiens de l'époque viennent le saisir, mais en même temps il s'était mis bien avec les religieuses pour qu'elles lui trouvent quand même des instruments de travail pour son travail de recherche. Et il travaillait justement sur l'auto-immunité, sur ces choses-là. C'est assez intéressant que tout à l'heure on nous ait parlé de l'auto-immunité, parce que figurez-vous que par exemple quand quelqu'un fait un état maniaque, un état d'excitation, perd le sommeil, etc., il a des défenses immunitaires qui croissent d'une façon extraordinaire. Alors que quand on est très déprimé, eh bien, on est au contraire avec des défenses immunitaires qui sont un petit peu plus raplapla. C'est-à-dire qu'il y a une complexité qui n'était pas tellement abordée par Derrida, etc. Mais enfin bon, voilà, n'empêche qu'il est important de le savoir. Alors, la prise de position de toutes ces personnes-là, c'est d'essayer de redonner un champ d'existence dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'au fond, la question de la vie, même au niveau organique et même au niveau de la misère physiologique qui était proposée à l'époque de la guerre du fait de ce qui était recommandé, on peut dire, hein, comme façon de faire pour traiter les malades, protocolisé dans leur ration alimentaire, etc., eh bien, ils ont décidé de faire autrement et de remanier complètement la vie sociale à l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont traité cette pathologie de l'hôpital par le développement de toute une dimension existentielle très riche, de relations des uns avec les autres, d'organisation d'une vie sociale avec des activités, avec des lieux d'investissement, une hétérogénéité des ambiances et puis une liberté de circulation des personnes, de manière à essayer de traiter ces pathologies qui semblaient les plus graves et qui, en fait, étaient des pathologies en rapport avec les conditions mêmes de l'hospitalisation. Hein, parce qu'au fond, en médecine, on parle des réactions, on parle des dimensions pathogéniques, évidemment, mais il y a aussi des dimensions que Houry a bien aimé ressaisir chez Kalbaum et quelques autres pour les appeler pathoplastiques, c'est-à-dire qu'au fond, en rapport avec le milieu. Hein, c'est-à-dire que quand il y a de l'enfermement, du cloisonnement, quand il y a une structure formelle hiérarchisée d'une manière plus ou moins carcérale, eh bien, à ce moment-là, ça produit des symptômes. Ça peut produire de l'agitation, ça peut produire du gâtisme,
etc. Enfin, tous ceux qui aujourd'hui fréquentent aussi quelques hôpitaux psychiatriques savent très bien que les conditions actuelles d'hospitalisation créent également les conditions pour des modalités de présentation, disons, des personnes malades qui sont tragiquement majorées par des altérations des ambiances et des façons de les traiter. Donc, ce qui se trouvait du coup mis en jeu dans toute cette histoire, c'est au fond un principe hippocratique qui est au fond d'abord ne pas nuire. Et ce principe hippocratique, effectivement, Hermann Simon le disait bien, l'hôpital peut rendre malade. Et cette dimension de pharmacone de l'hôpital doit pouvoir être soignée d'une manière ou d'une autre. Et alors, la manière de réussir à soigner et à développer cette vie sociale à l'intérieur de l'hôpital, ça obligeait à remanier, évidemment, toutes les relations hiérarchiques du personnel, tout l'ensemble de ce qui faisait qu'il y avait des cloisonnements entre les différents statuts habitant cet hôpital, et de faire un travail autour des questions du statut, du rôle et des fonctions de tout un chacun. C'est-à-dire que, au fond, la guerre, comme dit Tosquelles, l'occasionnelle conjoncture politique a paradoxalement permis des reprises d'espoir. C'est-à-dire que l'occasionnelle conjoncture politique, elle est valable de toute évidence et à tout moment, et elle est facteur d'espoir à condition qu'il y ait une prise de position existentielle qui vienne remettre en question par ce qu'on appelle une analyse institutionnelle tout le cadre aliénatoire, tout le champ aliénatoire qu'on est amené à vivre. Et au fond, la dimension aliénatoire, à l'époque, elle faisait que dans certains hôpitaux, la séparation était telle entre les personnes hospitalisées et les personnes qui étaient censées les soigner que bien souvent, il faut bien le dire quand même, il y a eu des positions éthiques qui n'étaient pas respectables et qui ont privé certains malades, y compris même parce que tout le monde crevait de faim quand même, il faut bien le dire à l'époque. Et au fond, il y a eu dans beaucoup d'autres lieux des effets d'autoprotection des personnels qui ont mis beaucoup plus les patients en difficulté. Enfin bon, donc cet hôpital de Saint-Alban, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, quand même, après avoir fait tout ce travail de passage d'une logique carcérale à autre chose, qui était une logique existentielle, c'est-à-dire permettant une reprise d'existence pour tout un chacun. Au fond, c'est ce que disait Tosquelles. Il disait ce dont les malades ont besoin, c'est pas du tout d'autre chose que d'une reprise existentielle. Mais pour qu'il y ait une reprise existentielle, eh bien, il faut un outil pour repriser l'existence. Et pour repriser l'existence, donc ce qu'ils avaient trouvé, c'était le développement de ces activités, des activités de travail, des activités de loisirs, des activités culturelles, des activités avec un journal, des réunions diverses, etc. Et également, puisque c'était la guerre et tout ça, d'aller faire des promenades, chercher des champignons, se nourrir, aller dans tout l'environnement, sortir de l'hôpital et aller dans tout l'environnement pour pouvoir réussir à
à soutenir la vie des uns et des autres, que ce soit le personnel ou que ce soit les malades, et aboutissant quand même à cette très grande importance quand même que c'est l'honneur là de la psychiatrie française qui s'est trouvé quand même sauvé par cet hôpital-là, parce qu'il faut bien le dire que sinon ça a été ce qu'un autre auteur a appelé l'hécatombe des fous. Donc ça c'est pour essayer de situer ce niveau d'aliénation à l'État qui quelquefois est bénéfique, mais quelquefois pas tellement. Et il faut faire une analyse institutionnelle pour réussir à situer aussi et prendre position pour dégager un autre espace. Anaïs, la deuxième journée, là, disait, mais finalement, comment même ici est-ce qu'on peut rendre habitable le lieu? Alors ça, c'est une question très importante quand même. Comment est-ce qu'un espace organisé va-t-il devenir habitable? Parce qu'au fond, nous venons tous de très loin. Nous retrouvons tous ici, et puis il se trouve que quelque chose se structure pour nous accueillir et qui nous rend cet espace-là habitable, que notre circulation puisse se faire assez aisément jusque de l'autre côté de l'étang, que nous revenions ici, que nous allions passer les nuits ici ou là et que nous nous retrouvions le matin. Il y a là toute une structure. Et cette dimension de structure, elle est très importante parce qu'au fond, elle permet d'accueillir tout un chacun. Et c'est ça, le saut logique qui est fait, c'est le passage de ce qu'on appelle l'admission administrative dans un hôpital, et donc de passage de la logique administrative à une autre logique qui est une logique d'accueil. Mais accueillir chacun dans ce qu'il a de plus singulier, c'est-à-dire accueillir même ici, dans cet hôpital d'Épineuil, tout un chacun avec ce qu'il a de plus singulier. Et il me semble que chacun y trouve quelque chose qui vient non pas le rendre homogène à tous les autres, mais qui respecte l'absolue différence, c'est-à-dire le singulier. C'est même pas la singularité, c'est pas la particularité de tout un chacun, mais c'est un accueil qui est personnalisé, on pourrait dire, mais où chacun s'y retrouve. Alors la difficulté, c'est justement de faire ça. À l'hôpital, on entend bien qu'avec toutes ces statistiques, les protocoles actuels, etc., c'est pareil. De quelle manière est-ce que nous allons être considérés si nous allons à l'hôpital? Il y a là une question à se poser. Et effectivement, il est intéressant de pouvoir non seulement y être admis, mais de pouvoir y être accueilli. Et ça, cet accueil, c'est une dimension qui était le souci, la préoccupation, on peut dire, des gens de Saint-Alban. Et puis, ça s'est transmis à Jean Houry, qui lui est arrivé à Saint-Alban en 1947, donc c'est 6 ans après Toscaïès. Comme il dit, tout était fait déjà à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de gens enfermés, il n'y avait plus de cellules, il n'y avait plus de contention, le gâtisme très peu, et une vie sociale et des relations entre les gens, et toute une qualité d'échange même avec le village, ce qui d'une part n'était pas trop difficile parce que la route menant vers les champs à l'époque passait par le milieu de l'hôpital, donc ça c'était mais en même temps il y a par exemple eu le développement d'un ciné-club auquel participaient évidemment les gens du village, et c'est-à-dire que les malades ne se sont plus trouvés dans un isolement statutaire qui viendrait les différencier de l'ensemble de la population. Parce qu'au fond, cette histoire d'existence, et ça c'est aussi une position extrêmement précieuse et importante,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence sans coexistence. Et au fond, de déployer un champ de coexistence où les personnes qui fréquentent un lieu, qui se fréquentent dans un lieu, puissent coexister les unes avec les autres, c'est-à-dire créer quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire aussi non pas s'adapter à un milieu, non pas s'adapter à un environnement, mais au contraire créer un monde commun et qui vaille la peine d'être vécu, comme on le disait hier. Cette dimension-là nécessite de tenir compte de quelque chose et de tenir compte de cette dimension très complexe, au fond, quand quelqu'un décompense une maladie psychique ou psychiatrique, ben, c'est une complexité très grande. Le lieu où il se trouvait, où elle se trouvait, n'a pas suffi à lui donner les modalités d'équilibre personnel possibles, et l'hospitalisation vient là pour essayer de créer un monde qui va pouvoir greffer de nouvelles dimensions d'existence, donner une reprise existentielle qui aura une possibilité, une capacité de remise en forme d'une existence. On retrouve là, hier on parlait avec les drones là, de la question du chaos. Alors ça m'a fait penser moi à Paul Klee qui disait qu'au fond, quand on commence à peindre une toile, lui-même disait ça, eh bien c'est le chaos. Et dans le chaos, il y a un point gris qui saute sur lui-même, et à partir de là, il y a la Gestaltung, c'est-à-dire la mise en forme qui commence. Et donc l'hôpital doit pouvoir, et c'était la position de ces personnes-là, doit pouvoir devenir un lieu d'accueil qui permette une remise en forme. Alors pour cela, évidemment, il faut pouvoir dépasser le registre donc organisationnel, formel de la logique hospitalière et essayer de développer d'autres logiques. C'est ce qu'ils ont fait. Et développer d'autres logiques, ça voulait dire de réussir à ce que des malades psychotiques, par exemple, puissent se tenir là. C'est-à-dire que dans les problématiques psychotiques, c'est assez compliqué parce que, en particulier dans ce qu'on appelle les schizophrénies, il y a un trouble grave de l'image du corps, ce qu'on appelle la dissociation schizophrénique. Bleuler parlait de la dissociation schizophrénique en 1916. Ce qui est en question dans la dissociation, dans la Spaltung, c'est que le corps ne se ressaisit plus justement comme forme. Parce qu'au fond, nous, à peu près tous, on parlait d'auto-limitation tout à l'heure, mais on n'a pas du tout évoqué le fait que ce qui nous a permis à chacun de nous auto-limiter du reste du monde, c'est le jour, le beau jour, où nous nous sommes reconnus dans le miroir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons eu accès à cet aliénatoire imaginaire, cette aliénation imaginaire, où on s'est vu dans le miroir et on a dit « c'est moi », soutenu plus ou moins par qui était autour de nous et qui nous soutenait de la voix, du regard, etc. Et ce que Lacan appelle le stade du miroir, c'est ça qui permet l'assomption de l'imaginaire. Auparavant, l'enfant, le bébé, le nourrisson, n'est pas du tout dans l'imaginaire. Il est, dit Lacan, c'est beaucoup plus intéressant, dans le symbolique. C'est-à-dire que si on ne tient pas compte de lui, il meurt. Il
Enfin, un bébé, il a besoin qu'on le nourrisse, qu'on le cajole, qu'on lui parle. Auparavant, hein, quand un enfant tout petit était hospitalisé, dans les logiques hygiénistes de l'hôpital, où il y avait du silence, des masques, pas un bruit, rien de chaleureux, etc., il y avait, c'est Spitz qui l'avait montré, il y avait jusqu'à avoir des régressions neurologiques, hein, et même la mort. Hein. Donc, quand il y avait des hospitalisations qui étaient longues comme ça, et où il n'y avait pas l'ambiance qui soutienne la croissance de l'enfant, mais l'enfant pouvait mourir. Et c'est ça qu'on appelait l'hospitalisme. Quand il ne mourait pas, il acquérait des symptômes, hein, des symptômes d'autobalancement, des symptômes de trichotillomanie, de méricisme, etc. Enfin bon, tous ces symptômes-là étant liés à des qualités d'ambiance. Alors, c'est exactement la même chose, évidemment, lorsque on décide d'accueillir dans un hôpital des personnes qui ont des troubles psychotiques, qui viennent justement, alors que ça tenait plus ou moins jusque-là, il y a des altérations gravissimes de l'image du corps, du rassemblement du corps dans sa forme. Hein. Enfin, moi je dis souvent, on est tous là, on sait qu'on a des orteils, on n'est pas obligé d'aller regarder dans nos godasses s'ils y sont. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que la forme, c'est un vrai outil dont on se sert après, tout au long de l'existence, pour voyager. Hein. Alors, le résultat, on peut dire, de cette opération-là, du stade du miroir, qui est une opération logique, c'est ce que Lacan appelle l'objectita, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'un objet qui n'est pas du tout spécularisable, qui n'est pas dans le miroir, et qu'il appelle lui l'objectita, qui est l'objet du désir. Et cet objet du désir, eh bien, c'est lui qui va servir à fabriquer et à créer ce que Freud a appelé déjà le fantasme. La dimension du fantasme, c'est une dimension qui est vicariante. Elle nous permet de circuler partout dans le monde. Si on a le fantasme qui ne se gondole pas trop, si ça tient le coup à ce niveau-là, la dimension subjectale s'articule avec une dimension objectale et ça va, et on peut voyager. On n'aura pas trop de difficultés. Mais lorsqu'il y a des troubles psychotiques gravissimes, comme il peut y en avoir dans certaines formes de schizophrénie et dans la schizophrénie en général, eh bien, à ce moment-là, l'image du corps fait que, dans sa dissociation, ce qui est vécu avec cette intensité-là, au niveau même du corps vécu comme dissocié, hein, c'est aussi qu'il n'y a plus de possibilité de représentation de l'espace. C'est-à-dire que c'est Gisela Pankov qui dit ça, elle dit le corps est le modèle structural de l'espace. Mais si le corps est dissocié, eh bien tous les espaces sont dissociés. Et toutes les personnes que la personne dissociée rencontre sont aussi dissociées. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, ni les uns ni les autres, perçus comme une forme, mais nous faisons signe. On disait tout à l'heure toute cette thématique des signes, et au fond, les signes sont en général marqués plutôt par l'hostilité, des choses comme ça, dans le monde paranoïde de la schizophrénie. Donc tout ce travail, au fond, qui s'est fait à l'hôpital de Saint-Alban, qui s'est continué à la Borde, etc., c'est un travail de création d'une ambiance suffisamment hétérogène pour que, finalement, chaque personne puisse avoir la liberté, quand elle arrive, d'être accueillie, c'est-à-dire de trouver par hasard, mais aussi parce qu'on fait en sorte qu'il y ait du hasard possible, c'est-à-dire l'hétérogénéité des ambiances qui s'oppose à la monotonie habituelle de l'ambiance hospitalière, eh bien, cette tablature comme ça d'ambiance variée permet que les personnes puissent aller
se trouver quelque part alors qu'elles étaient en errance. Parce qu'au fond, c'est ça aussi qui se passe, c'est-à-dire que dans les manifestations graves de la schizophrénie, au fond, Maldinet dit les personnes sont dans le lieu sans lieu de l'être perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieu, mais il n'y a plus de lieu d'inscription non plus. Et donc toute cette difficulté-là, c'est d'essayer d'aménager un espace d'accueil. Et alors, cet espace d'accueil, au fond, il est en rapport avec quelque chose que, un peu par espièglerie, mais enfin, lorsque tout à l'heure Bernard disait, mais finalement, la question de l'occupation, moi je suis préoccupé. Et alors, tout à l'heure, je me suis promené un peu dans l'herbe. Alors j'ai pensé à Francis Ponge et je me suis dit, mais ce qui est compliqué, c'est ça, c'est que l'occupation, elle vient occuper le pré. C'est-à-dire le pré de Francis Ponge, c'est ce registre de l'existence qui a à voir avec le paysage, avec le fait que il y a une dimension de notre investissement du monde et de nous-mêmes qui est antécédente, logiquement, à la séparation sujet-objet, à la séparation avec le monde. Quand on se balade, j'ai entendu, il y a des gens qui font des promenades, des trucs comme ça. Quand on se balade, on est dans le paysage. L'horizon s'ouvre, enfin, l'horizon bouge avec le marcheur, etc. Quand on est dans la montagne, quand on marche dans la montagne, eh bien, à un moment, on s'épuise, et puis on franchit une ligne de crête. Et qu'est-ce qui se passe quand on franchit une ligne de crête? À ce moment-là, il y a un événement. Le monde s'ouvre. Alors ça, c'est la structure de l'événement. Parce qu'au fond, on a un petit peu parlé de l'événement, il me semble, hier, et puis un petit peu ce matin, etc. Mais au fond, dans la schizophrénie, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a plus d'événements. C'est-à-dire que c'est très difficile d'accéder au fait qu'il y a des événements, puisqu'on n'est même plus là. Hein, il y a un malade qu'on connaissait bien, qui était parti en Afrique, parce qu'on avait une association avec la Côte d'Ivoire, puis on faisait des voyages, et lui, il revient de Côte d'Ivoire, et on lui dit, alors, c'était bien la Côte d'Ivoire? Il dit, oh, de toute manière, moi, que je sois là-bas ou que je sois ici, j'y suis pas. C'est-à-dire que le vrai problème et la vraie difficulté, c'est de quelle manière on va pouvoir traiter l'espace et la question de l'espace, et pas la question de l'occupation, mais la question de l'investissement. C'est-à-dire de quelle manière est-ce que l'investissement collectif de l'espace va permettre qu'une personne qui est dans une telle difficulté qu'elle est errante, elle vienne et qu'elle puisse s'investir, même partiellement, dans un certain espace où elle puisse se tenir là plutôt qu'ailleurs, parce que ça fait écho à une sorte de disposition pulsionnelle fragile, très frêle, parce que tout ça, c'est un espace très précaire. Hein, cet espace-là, cet espace du pré, ça a à voir avec une dimension qu'on appelle le pathique. Je sais pas, parce que ça fait pas tellement partie, ça, de vos références, mais c'est Irving Strauss. Oui, toi, tu en parles un petit peu. Irving Strauss, toute la dimension du pathique, toute la dimension aussi qui est reprise par Victor von Weizsäcker. Ça, c'est aussi quelqu'un de très important, Victor von Weizsäcker, parce qu'il est aussi sensible à la question du paysage, etc. Hein, il parle du pentagramme pathique, hein, qui se réduit à 3 mots en français, pouvoir, devoir, vouloir, mais avec 5 mots en allemand. Hein, donc, qui sont les modalités qu'on utilise toujours, qui ont à voir avec cet espace pathique, qui a à voir avec la dimension de la pathologie, et qui a à voir aussi avec la dimension de la sympathie et de l'antipathie. Et au fond, c'est ça aussi, c'est-à-dire que faire un travail
qui remet en question les hiérarchies ordinaires statutaires dans l'hôpital, qui ouvre l'hôpital pour une liberté de circulation, eh bien cela permet que des dimensions pulsionnelles comme ça puissent devenir le lieu sensible du sentir sensible des uns et des autres, et que des liens de sympathie puissent, même partiels, puissent se manifester. Parce que le transfert, parce qu'au fond ça a à voir avec la dimension de ce qu'on appelle le transfert, hein, ce niveau de la disparité subjective, mais qui met en mouvement quelque chose de l'existence, qui inscrit du nouveau dans l'existence, qui peut de temps en temps devenir même un moment de rencontre, c'est-à-dire où un événement s'inscrit, qui crée du nouveau dans l'existence. Et ça, c'est toute cette dimension-là que Henri Maldinet aussi évoque. Il est très sensible à l'espace du paysage. Vous pouvez lire Regard, espace, parole. Enfin, il y a des choses très intéressantes à ce niveau-là. Et puis, ce que dit Maldinet aussi dans un autre livre, c'est qu'il développe des dimensions très importantes ce sont des dimensions transcendantales. Et je vois qu'il y a des questionnements sur la transcendance, mais enfin voilà, entre l'aliénatoire et la transcendance, il y a quand même quelque chose qui se met en débat. Et en particulier, on dit que dans la schizophrénie, il y a, c'est ce que disait Tosquelles, un collapsus de la transcendance. Alors ça, c'est-à-dire que cette possibilité même d'accéder à ce qu'il y ait des événements dans la vie se trouve atténuée, restreinte, etc. Et donc, au fond, toute la difficulté, c'est de proposer de rendre possible, hein, Maldinet parle de possibilisation, mais qui est la dimension, disons, concrète, banale, ordinaire, qui rend une possibilisation qu'il y puisse y avoir des événements. Parce que ce qui se trouve perturbé, troublé dans la schizophrénie, c'est ce qu'il appelle le transpassible. Alors, la dimension du transpassible, c'est d'une certaine manière un petit peu vite dit, c'est ce qui rend impassible, au fond. Hein. Il peut se passer quoi que ce soit, ça ne s'inscrit jamais de toute manière. Voilà. Donc, il peut, selon des conditions qui permettent qu'il y ait une dimension d'accueil, un bas seuil d'exigence, que les données d'accueil du surmoi, comme on dit, soient moindres, hein, qu'on n'exige pas que les gens se mettent en pyjama, qu'on n'exige pas que les professionnels mettent des blouses, qu'on n'exige pas... Enfin bon, toute cette dimension d'exigence plus ou moins galonnée parce qu'au fond, avoir contact avec quelqu'un dans cette dimension contactuelle-là, sur le pré, là, de Francis Ponge, eh bien, cette possibilité-là de contact, eh bien, elle n'a rien à voir avec les diplômes que nous avons acquis. Au fond, nos compétences à ce moment-là sont tout autres que celles de nos performances universitaires ou autres, et qui ont permis de nous diplômer et de nous rendre, enfin voilà, de nous fétichiser dans notre petit statut, parce que au fond, ce sont les dimensions secrètes pour nous qui sont celles des dimensions pulsionnelles qui nous habitent en même temps. Enfin bon, et on fait avec, mais on sait bien qu'on a nos petites préférences, hein, qu'on a nos façons d'être, qu'on a nos dominantes, là aussi, hein, et puis nos déterminants pulsionnels qui ont aussi... Alors ça, c'est toute une dimension alors, qui est intéressante, qu'on retrouve aussi chez Léopold Zondi. Ça, c'est aussi quelqu'un qui serait intéressant de travailler, parce que Léopold Zondi, c'était un psychanalyste hongrois, évidemment, de la deuxième génération, mais à laquelle Jacques Scott a beaucoup travaillé avec l'école de Louvain, etc. Il y a eu tout un énorme travail quand même justement, et où Scott dit que finalement c'est à partir des classifications, hein,
à la Linné, toutes les nosographies qui existaient, eh bien, il y a un passage des classes aux catégories chez Zondi, et qu'au fond, il y a du coup des dimensions avec un schéma en octaves, etc., 8 facteurs pulsionnels. Enfin, c'est très intéressant, qui reprennent absolument toute la dimension psychopathologique de notre existence aux uns et aux autres, à tout un chacun. Et au fond, cette dimension-là pulsionnelle, c'est celle-là à laquelle il est possible de donner un espace de présence, des modalités, des dispositions d'être qui vont permettre qu'elles puissent se manifester, c'est-à-dire que chacun de ceux qui travaillent ou de ceux qui sont hospitalisés puisse être selon son style propre, selon ses rythmes intimes propres, etc. Et c'est ça qui va permettre que les schizophrènes puissent de nouveau éventuellement se réinvestir d'un rythme personnel, parce qu'au fond, l'existence schizophrénique, c'est surtout une existence dérythmée. Il n'y a plus cette dimension-là du rythme qui vient. La dimension du rythme, en fait, elle vient quand même certainement de la prise de l'imaginaire et à partir de cette assomption de l'imaginaire qui à la fois rassemble le corps comme forme, aussi accueille la question du contenu et du sens, mais qui, on n'a pas le temps, hein, mais qui du coup permet aussi d'utiliser toutes ces dimensions pulsionnelles d'une manière à peu près rassemblée. Et avec ces dimensions pulsionnelles, ben c'est avec cela que nous faisons nos choix dans l'existence. C'est-à-dire que nous faisons nos choix amoureux, nous faisons nos choix de métier, que nous faisons nos choix de loisirs, que nous faisons même le choix de la mort, disons-dit. Donc on retrouve aussi, au-delà des dimensions a priori biologisantes, aussi toute une autre dimension existentielle qui vient aussi habiter notre biologie quand même. Le nombre d'entre nous qui ont pris le temps d'arriver auprès de quelqu'un qui allait mourir et dont le mort potentiel a attendu jusqu'à l'arrivée de l'un d'entre nous, etc., c'est fréquent quand même. Donc on voit bien qu'il y a là des dimensions existentielles qui, d'une certaine manière, l'emportent sur les dimensions strictement biologiques. Donc c'est toute cette complexité-là à laquelle il faut être sensible, puisque si ne se déploie pas dans l'hôpital et sur ce qu'on appelle le secteur, c'est-à-dire dans la cité, quelque chose de cet ordre-là qui va tenir lieu à la fois d'une continuité existentielle et qui va avoir une fonction phorique comme ça, une fonction porteuse, disons, de ces difficultés-là que le corps même puisse en émergence apparaître, hein, parce que souvent quand même dans les pathologies de la schizophrénie, il y a des dimensions très autistiques, il y a des dimensions catatoniques, comme on dit, où les gens ne se meuvent plus, ne parlent plus, sont comme des gisants quelquefois, ne mangent plus. Et il faut pouvoir remettre en mouvement tout ça, mais pour que cette dimension existentielle se remette en mouvement, eh bien, il est nécessaire d'avoir une stratégie collective, y compris avec les autres malades, évidemment, qui habitent le lieu ou qui habitent la cité, parce que, au fond, ce qui fait le cœur, au fond, de cet accueil-là, c'est une dimension de se connaître les uns les autres. C'est-à-dire le fait que l'on se connaisse dans l'existence, qu'on connaisse d'autres personnes dans l'existence, eh bien, ça soutient leur existence comme ça soutient la nôtre, et y compris, évidemment, quand les gens sont très malades. Donc c'est cette dimension-là qui est une dimension de ce que nous avons en commun pour créer le monde. Alors il faudrait préciser ce que c'est que ce monde-là, mais créer le monde avec les autres, c'est-à-dire pouvoir se fréquenter les uns les autres et
qu'en effet, il y ait des possibilités qui rendent l'existence vivable. Hein. Et moi, j'y pensais beaucoup par rapport à ce qui était évoqué aussi de tous ces dangers auxquels nous sommes convoqués comme ça. Finalement, on a beaucoup parlé d'Hermès, mais je me disais, mais finalement, et qu'est-ce qu'on fait d'Hestia? Parce que, au fond, Hestia et Hermès sont ensemble. Alors, la logique du pré qui a à voir avec le contact, disons dit, avec le pathique de Maldinet, Irving Strauss, Victor von Weizsäcker, etc. Ben, tout ça, c'est le lieu des cheminements, hein, du cheminement partagé, pas de l'accompagnement, mais du compagnonnage. Parce que l'accompagnement établit évidemment toujours un lien de dépendance et même de surplomb ou de domination. Parce que ce qui est compliqué dans la psychiatrie actuelle, qui est quand même très détruite, c'est la prévalence d'un sadisme de domination effrayant quand même. Enfin, je ne sais pas si vous en entendez parler, mais c'est quand même ça qui ne va pas. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui sont à la rue, parce que quand on est errant, si on dit bah, maintenant vous êtes guéri, hein, retournez chez vous, mais c'est où chez moi, hein, enfin voilà, s'il n'y a pas tout le système phorique là qui viendrait porter ce corps qui n'arrive pas à se porter par lui-même et qui permettent justement de tenir lieu de continuité existentielle parce qu'il y a une structure. Au fond, ce qui est important, et c'est à ça que sert ce champ associatif de ce qu'on appelle les clubs ou bien même les associations où il peut y avoir des appartements dans la cité, etc. Nous, à la Borde, c'est un petit peu ce qu'on a développé, c'est-à-dire on a décidé de ne pas... Bon, bien sûr que les gens ont une allocation adulte handicapé pour pouvoir avoir un peu de sous, mais on ne les fait pas forcément reconnaître comme handicapés pour qu'ils puissent bénéficier de services d'aide à la vie sociale, de gens qui vont venir chez eux, de ceci, de cela. Hein. Il y a un maintien à domicile. Ce qui est embêtant dans le maintien à domicile, c'est qu'il y a du maintien à domicile, quoi, et qu'on n'arrive plus à sortir de chez soi. Enfin, c'est très compliqué, ça. Pour les personnes âgées, c'est pareil. Donc, il vaut mieux trouver, moi je dis ça, des niveaux comme ça de citoyenneté banale, sans être obligé d'être sous le contrôle à nouveau étatique ou autre. C'est-à-dire qu'il faut aussi, et c'est une des questions aussi d'Internet, de l'isolement dans lequel on se trouve quand on n'est plus avec les autres, puisqu'on est avec des machines et qu'on est... On est saisi dans une intoxication comme ça de l'immédiateté toxicomaniaque, il faut bien dire. Hein. Donc, comment on traite ça? Il faut traiter ça en ayant des copains, des amis, des réseaux de gens qui aident, etc. Et c'est exactement ça qui permet, au fond, le cheminement thérapeutique. Hein. Thérapeute, c'est au service de... Ben, le cheminement thérapeutique, c'est le cheminement existentiel de tout un chacun. Et moi, j'aime bien Lucie Aubrac qui disait qu'à un moment, comme ça, les élèves qui allaient à l'école et les collègues qui enseignaient avec eux n'avaient plus le droit, ni pour les uns d'enseigner, ni pour les autres de venir à l'école. Et au fond, le début des mouvements de résistance, c'est de dire que ça n'est pas possible. C'est-à-dire que même si l'État ou la structure formelle comme ça en impose, éthiquement, il y a une décision qui est prise de garder le contact, et un contact actif, une thérapeutique active, on peut dire, avec ceux qu'on connaissait la veille. Et au fond, ça c'est un système assez général, et il me semble que c'est ça qui est très difficile à mettre en œuvre. Et dans toutes vos recherches que j'ai entendues depuis hier, c'est vrai que cette dimension-là, je ne sais pas comment vous pouvez réussir à l'articuler, mais il me semble que c'est le registre de base de l'existence, parce que
on pense certes avec son cerveau, soi-disant, mais on pense surtout avec ses pieds. On pense en marchant. Hein. Bernard, lui, les pieds, il met sur les pédales des vélos, mais on peut aussi en marchant. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on pense avec ses pieds. C'est-à-dire que c'est la question du lieu où on habite qui va nous permettre de nous investir nous-mêmes dans notre corps. Et c'est vrai par rapport aux plus grands malades, et c'est vrai par rapport aux normopathes que nous sommes, et qui, cependant, ont eux aussi ce que Freud appelait un narcissisme originaire. Parce que le narcissisme originaire, c'est cette dimension-là qui a à voir avec le pré, qui a à voir avec l'ambiance, qui a à voir avec tous ces espaces de connivence, de convivialité, de partage fin du sentir sensible comme ça, qui est si important. Tout ce registre-là, qui est un registre qui est écrasé complètement par toutes les structures technocratiques et techniques, etc. Et donc ça fait partie de redonner un espace à l'espace du pré-égoïque, pré-cognitif, pré-intentionnel, etc., pré-moïque. Toute cette dimension-là du pré, il me semble, elle est extrêmement importante, toute cette dimension qui précède donc logiquement la division, distinction sujet-objet. Donc si moi j'ai essayé d'apporter quelque chose, c'est pour souligner en tout cas cette dimension-là qui est assez difficile à mettre en œuvre, mais on y arrive quand même. Moi je ne suis pas venu le 15 août parce qu'à la Borde il se passait des tas de trucs, il y avait une espèce de fête, etc., avec du théâtre, c'était magnifique, des tas de tableaux sonores, etc., même auxquels les enfants de la garderie avaient participé, hein, disant un petit peu ce qu'ils voyaient sur une toile de Chagall, etc. Et donc c'est ce registre-là, dans les sous-bois, des petits salons installés, et voilà, qui permettent des rencontres, qui permettent aussi un accueil, qui permettent aussi qu'il y ait une inscription. C'est-à-dire que ce qui est en question, ce n'est pas seulement l'écriture, c'est comment, au fond, ce qui tient lieu d'écriture aujourd'hui va nous permettre ou non de réussir à malgré tout, être le lieu d'inscription des événements qui nous arrivent dans l'existence. Et ça, c'est ça qui est mis en difficulté aujourd'hui. Et je pense que c'est cette dimension-là qu'il faudrait réussir en allant rechercher comme ça chez quelques anciens et aussi quelques praticiens, disons, de ces espaces de précarité, d'aller trouver quand même des éléments nécessaires, je pense, qui pourraient contrebalancer l'arrivée des drones.